Le 8 octobre 64, un bulldozer ouvre un chemin pour atteindre le chantier. C'est au bout de ce chemin que seront construits les bureaux temporaires du contracteur et du surveillant de l'université. C'est également par ce chemin que parviendront tous les matériaux de construction. Comme un matériel assez lourd sera transporté sur ce chemin, on décide de le graveler sans ménagement et d'enlever les roches que la gelée pourrait soulever au printemps. Une pelle mécanique arrive sur les lieux quelques jours plus tard et l'excavation se fait assez rapidement. Le matériel est meuble. On n'est pas requis de creuser bien avant dans la moraine de fond et c'est heureux car elle est tellement solide qu'on doit souvent remplacer les dents de la pelle. Le matériel excavé est transporté sur le site du terrain de stationnement prévu sur le plan d'ensemble. Une petite boutique est installée près du chantier. C'est là qu'on assemblera les formes des poutres, des colonnes, etc., qui seront préparées à l'avance, comme l'armature de fer qu'on y introduira avant la coulée. Une plateforme a été bâtie autour de la borne centrale pour qu'on puisse y installer le théodolite qui déterminera l'emplacement des rayons de référence. Les cordes qu'on voit à droite sur la photo montrent bien ces rayons équidistants de 9 degrés. Les formes sont d'abord préparées pour la coulée du béton dans les empattements. Sous la salle de conférence, le niveau de la moraine de fond descend trop bas et on doit creuser davantage pour l'atteindre. Le béton est ensuite coulé à travers les mailles d'une armature complexe déposée dans les coffrages de ces empattements. Après la coulée, les empattements sont recouverts d'un abri de polythène dans lequel on fait circuler de l'air chaud pour assurer une prise parfaite sans risque de gel, car il n'y a pas de calcium dans le béton. À l'arrière-plan apparaissent ici les formes du secteur de l'entrée avec leur allure circulaire. Et au loin, celle de la salle des conférences. À ce stage de la construction, les formes du sous-sol sont doublées et l'armature y est posée. Nous sommes ici au niveau du plancher du rez-de-chaussée et nous voyons les ouvriers qui posent les formes des poutres du plancher de la salle de conférence. La structure en segments de couronne apparaît très bien à ce stage. À l'arrière-plan, on aperçoit le lac Piché. Les formes du plancher du rez-de-chaussée, du secteur des classes, du hall et de l'auditorium sont placées entre celles des poutres et le tout est prêt à recevoir l'armature. C'est le jour de la première grande coulée. 10 bétonnières de 10 verges cubes chacune arriveront à tour de rôle de Québec avec un mélange de 4200 livres de résistance au pouce carré, sans calcium. 7 jours après ce travail, on commencera l'installation des colonnes et des poutres de bois lamelé qui soutiendront le toit. Au début de février 1965, les formes du toit sont en place. Le fer de l'armature est assemblé. Les canalisations électriques sont dirigées vers les locaux. On recouvre l'ensemble d'un abri de polythène et on commande le béton. Le lendemain arrive la dernière caravane de bétonnières qui déchargent leur contenu dans un immense seau qui sera lui-même hissé au niveau du toit à l'aide d'une grue. C'est de là que les ouvriers brouetteront le béton sur l'armature pour qu'il y soit vibré. À noter ici l'immense abri de polythène qui recouvre tout l'édifice en construction. Cet abri est chauffé par 4 fournaises à l'huile qui y maintiennent la température à 70 degrés Fahrenheit. Tel que l'exigent les règlements des terres et des forêts, tous les peuplements situés à moins de 50 pieds de l'édifice sont coupés et le sol mis à nu pour prévenir les incendies en forêt. Comme le sol est recouvert de neige, on brûle immédiatement les déchets. La compagnie Eastern Construction de Québec revient poser les conduites de l'aqueduc depuis la route 33 jusqu'à l'édifice, ainsi qu'un système d'égout
depuis le pavillon jusqu'au ruisseau des Roches. Avant de se déverser dans le ruisseau des Roches, les égouts passeront par une usine d'épuration dont on voit ici le bassin intérieur, préfabriqué et construit d'acier recouvert de goudron. Il reste encore beaucoup à faire pour terminer la partie de ce complexe qui a été retenue, mais on nous assure que dès le début de l'été, l'édifice central sera terminé et la résidence des étudiants sera en bonne voie d'érection. Le 31 mai 1965, le premier plan général d'aménagement, préparé avec la collaboration d'un bon nombre de professeurs et rédigé par M. Marc Côté, ingénieur forestier et assistant professeur d'aménagement, était accepté par le comité des forêts expérimentales et on organisait immédiatement une première coupe pour l'automne de la même année. Il n'était pas question d'employer de machinerie ou de méthodes très sophistiquées au tout début. D'ailleurs, la possibilité, qui n'était que de 77 acres par année, ne le motivait pas. Cette carte des peuplements, qui accompagne le plan général, montre en vert foncé les vieux résineux et en brun foncé les vieux mélangés. Il est évident que la vieille forêt est rare et très parsemée sur tout le territoire. Cependant, c'est la seule qu'on peut exploiter. Le compartiment 6, au centre de cette photo, est d'abord choisi pour un premier projet de coupe. Il sera situé dans une sapinière de 70 ans, originant de Chablis. Ces peuplements garnissent la montagne que nous voyons ici, à l'ouest de la vieille écluse recouverte de neige. On y trouve plus de 20 cordes à l'acre et la topographie ne présente pas de trop grandes difficultés pour l'exploitation. On se propose également de couper une certaine quantité de bois dans le compartiment 17, partie gauche inférieure de la photo coloriée en brun pâle. La nouvelle route du lac Bédard passe au bas de cette parcelle et la rend très accessible. C'est probablement un des endroits où il reste encore le plus de bois de belle dimension. Et il doit être coupé avant d'être attaqué par les pourritures. Comme les peuplements sont vieux, ils seront coupés par bande et sans réserve, comme ceux du compartiment 6. Outre ces coupes par bande, on pourra retirer de la forêt une certaine quantité de bois provenant des coupes d'amélioration ou d'éclaircies dans des peuplements plus jeunes, 30 ou 50 ans, comme celui-ci. À ces endroits, comme le spécifie le professeur Vézina, les arbres seront marqués avant l'abattage. Dans les peuplements d'avenir, tous les traitements sylvicoles feront disparaître les arbres malades ou viciés afin qu'ils ne nuisent pas à l'accroissement des bois sains. Le professeur Lortie se chargera d'indiquer les moyens de reconnaître les arbres viciés. Il n'y aura pas de flottage dans la forêt Montmorency. Le transport du bois se fera par camion. Les bois à pâte seront conduits directement aux affluents de la rivière Jacques-Cartier et les bois de siège seront dirigés vers la scierie du Séminaire de Québec. Le barrage qui apparaît ici servait autrefois au flottage du bois du compartiment des eaux volées. Il s'est affaissé depuis la prise de cette photo. On essaiera de le garder comme relique de la drave d'autrefois. Quant à cet autre vieux barrage, il retient toujours l'eau du lac Piché, quoique complètement pourrie. On parle de le reconstruire, mais non pas pour fin de flottage. Il servirait plutôt à rehausser le niveau de l'eau du lac, ce qui l'agrandirait
et en améliorerait autant l'esthétique que les possibilités de pêche.